Au chapitre de cette édition, les cadres du ministère des Finances et du Budget sont en séminaire depuis le lundi 18 mars, une rencontre qui leur permettra de valider les documents de finances et de budget, de suivi et d'évaluation. Les clés dont a besoin un entrepreneur pour mener à bien son business, la Salomon Best Sali Business School a dévoilé ses outils au cours d'une séance de formation dans la ville de Grand-Bassam. Avoir également la directrice régionale d'Africa Global Logistique pour la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso qui a procédé au lancement des activités de IRI, un centre d'accompagnement dans la transformation digitale. Et la cérémonie de célébration des distributeurs de produits de l'entreprise Forever Living Products s'est tenue récemment. Le point complet dans cette édition. Et bienvenue à tous et merci d'être au rendez-vous de l'information sur nos antennes. Les cadres du ministère des Finances et du Budget sont en séminaire depuis le lundi. 6 jours durant, ils vont sacrifier aux exigences du budget programme le nouveau mode de gestion budgétaire qui oblige le ministère à valider entre autres les projets de rapport annuel de performance et produire les documents de programmation pluriannuelle des dépenses. Le commentaire est signé Mondésir Nascimento. L'adoption du budget programme comme mode de gestion budgétaire a introduit un changement dans la présentation du budget. Il met en exergue la transparence, la disponibilité de l'information et la traçabilité des dépenses à travers le système d'information budgétaire. Pour satisfaire à cette exigence, chaque ministère technique doit élaborer tous les outils de gestion budgétaire, dont les documents de programmation pluriannuelle des dépenses, projet annuel de performance, DPP-PAP. C'est tout le sens de ce séminaire qui se tient à Grand-Bassam depuis le lundi 18 mars 2024. Aux premières heures de ces travaux organisés par la Direction des affaires financières du ministère des Finances et du Budget, le directeur Zondégué Dembélé a invité les techniciens à produire des documents de qualité, boussole d'une gestion optimisée. Le projet annuel de performance 2025-2027. Ce document-là est le document de référence en matière budgétaire. Depuis le basculement de la Côte d'Ivoire à la gestion du budget mode budget programme, l'élaboration de ce programme-là, de ce document est un premier pas. C'est un document qui permet donc de recenser l'ensemble des programmes, qui permet de faire la cartographie de notre ministère et qui permet donc de baliser toutes les activités que nous faisons, de les évaluer, d'évaluer, n'est-ce pas, ces activités-là, d'évaluer les actions, d'évaluer les programmes et de fournir donc le budget qui correspond à l'ensemble de ces programmes. À cela, nous ajoutons les indicateurs de performance pour l'année 2025-2027. Et ces indicateurs de performance sont pour nous un moyen de permettre en 2026, bien sûr, d'évaluer notre projet. Les travaux en vue de la validation de ces documents se feront en 2 phases. Une première en 2 jours qui permettra de revisiter programme par programme les rapports annuels de performance. Pour la deuxième phase qui va commencer le mercredi, en ce qui concerne la validation du document de programmation pluriannuel des dépenses, projet annuel de performance 2025-2027 du ministère des Finances et du Budget et également de la validation du document de présentation du cadre de performance DPCP 2025-2027. Vos interventions seront sollicitées car c'est un nouveau document que nous allons élaborer qui fait la combinaison des 2 ministères, le ministère des Finances et du Budget. Ce séminaire de 6 jours aura comme résultat, entre autres, la validation du rapport annuel de performance 2023, la validation du volet narratif, du projet des documents de programmation pluriannuelle des dépenses, projet annuel de performance DPPD-PAP 2025-2027 et la production du document de présentation du cadre de performance DPCP 2025-2027.
Le point de presse organisé par la Fédération nationale des acteurs du commerce en Côte d'Ivoire pour exprimer sa volonté de créer une microfinance au profit des acteurs de ce secteur s'est tenu récemment. La création de cette microfinance va bénéficier de l'expertise du PAMECAS. Sa mise en œuvre témoigne de l'engagement pour la Fédération de soutenir et accompagner les acteurs du commerce ivoirien en leur offrant des services financiers adaptés à leurs besoins. Michel Brou et c'était ici. La délégation de la structure sénégalaise PAMECAS a été accueillie par la Fédération nationale des acteurs du commerce en Côte d'Ivoire. Une référence en matière de microfinance, la présence de cette expertise extérieure démontre l'importance accordée par la Fédération à la recherche de partenariats et d'échanges fructueux. PAMECAS a ainsi proposé son expertise et son expérience dans le domaine de la microfinance, offrant ainsi un soutien précieux à la Fédération. Je pense que même si on parle des coopératives, des commerçants, ils sont obligés de travailler sur les autres secteurs de développement. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une chaîne de valeur. Quand vous ne produisez pas, vous êtes obligé d'importer. Et si vous produisez, c'est une chaîne de valeur pour que la chaîne puisse répondre à l'économie ivoirienne de la production, à la transformation jusqu'à la distribution qui est le commerce. Cette collaboration entre les deux structures ouvre de nouvelles perspectives de partenariat pour le secteur du commerce dans le pays. En s'appuyant sur l'expertise de PAMECAS, la fédération pourra mettre en place une microfinance capable de répondre aux besoins des acteurs du commerce ivoirien. Nous avons décidé de créer une structure propre aux commerçants de Côte d'Ivoire. Mais pour le faire, il faut s'inspirer d'expériences d'ailleurs. Et nous ne sommes pas allés chercher en Europe. Nous avons cherché tout près de nous, ici, en Afrique, plus précisément au Sénégal, où nous avons Yvan d'une structure qui s'appelle PAMECAS, qui a une expérience de 30 ans. Et c'est pour cette raison que nous les avons invités ici, afin de venir, afin qu'on puisse partager nos expériences. Le partenariat pour la mobilisation de l'épargne et le crédit au Sénégal est une institution de la microfinance avec 30 années d'expérience. Elle comprend une organisation qui revendique 1 200 000 membres pour une capacité de 100 milliards de francs CFA de crédit. Cette initiative ouvre de nouvelles perspectives pour le commerce en Côte d'Ivoire et renforce l'engagement en faveur du développement économique et de la prospérité des acteurs du secteur. Quelles sont les clés dont a besoin un entrepreneur pour mener à bien son business? Cette question était au centre d'une séance de formation animée par la Salomon Bessalim Business School, une séance qui a rassemblé plusieurs centaines de participants venus s'abreuver à la source d'une école qui a saisi donc l'occasion pour lancer la deuxième session de formation à l'attention des entrepreneurs de Grand Bassam. Le commentaire de Mondésir Nascimento. Ils sont plusieurs centaines de participants à répondre à l'appel de la SBBS, entendez Salomon Bessalim Business School. Femmes et hommes de tous âges, entrepreneurs, employés, étudiants en quête de savoir et de qualification, tous venus recevoir les clés et secrets pour mener à bien un business. Une occasion choisie par Jean-Marc Siomi, fondateur de la SBBS, pour parcourir ce qu'il faut avoir, mais également savoir sur l'entrepreneuriat et l'investissement. À l'issue de ce café intellectuel, la SBBS a lancé une formation pour une deuxième promotion d'entrepreneurs de Grand Bassam. Pour cette cohorte, Aristide Siomi, DG de la SBBS, attend une cinquantaine d'entrepreneurs. La conférence a porté sur 2 points importants. Dans un premier temps, le président a distillé un certain nombre de conseils à nos invités pour leur permettre de pouvoir entreprendre sans se compliquer la vie. Et secondo, il s'agissait de présenter le programme de formation de l'école des affaires, la SBBS. Et je pense que tous les participants sont sortis de cette conférence-là très satisfaits. Les participants sont sortis enrichis de cette formation. Le coup de cœur, parce que déjà, moi, je nourrissais dans la tête de pérenniser notre société de famille. Donc du coup, le coup de cœur, c'est que j'ai appris qu'il faut embaucher les membres de famille. Déjà, on est 3 sœurs dedans. Donc c'est vrai qu'on n'a pas tous beaucoup d'enfants,
Mais je crois que les cousins et les cousines, on va les faire venir et les former à... Que je me suis sentie concernée par cette affaire. L'entrepreneuriat, ça concerne tout le monde. Et nous avons tous des idées que nous voulons mettre en place. Dans mon domaine, j'ai des idées que je veux mettre en place concernant la prise en charge des enfants en difficulté ou dans d'autres domaines. Et je me suis rendu compte qu'il faut qu'on puisse suivre un certain chemin, il faut qu'on puisse clarifier nos visions, qu'on puisse clarifier les idées que nous avons. Pour cette formation lancée, tout tournera autour de 12 modules, notamment le développement personnel, l'entrepreneuriat, l'investissement, la négociation et en dernier point, la philanthropie. Au chapitre digitalisation, le lundi 18 mars à Abidjan, la directrice régionale d'Africa Global Logistique pour la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso a procédé au lancement des activités de IRI à Marcory Zone 4. IRI est un centre qui a pour vocation d'accompagner les transformations digitales de la logistique de l'Afrique en stimulant l'innovation chez AGL. Nos reporters Philippe Zabo et Setek ici ont pris part au lancement de IRI, suivant ensemble leur compte rendu. Les directeurs centraux d'AGL, avec à leur tête la directrice régionale de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, ne voulaient pas se faire compter le lancement du centre d'incubation IRI, un incubateur qui rentre dans la stratégie globale d'AGL. IRI sera une plateforme innovante, collaborative entre les étudiants, les startups, les collaborateurs et les clients d'AGL. Pour nous, ce centre est important car c'est un laboratoire technologique pour pouvoir favoriser la start-up, l'innovation dans tous nos métiers. Favoriser aussi le développement des startups en Afrique pour que la Côte d'Ivoire soit vraiment une plateforme dédiée à l'innovation. Aujourd'hui, c'est important parce que on a déjà l'expertise avec Axens Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui une plateforme qui prend en sous-traitance tous les métiers techniques et la technologie aujourd'hui au sein de nos entités. Mais demain, on veut encore aller plus loin, accueillir des nouvelles startups pour qu'elles puissent développer encore plus nos activités, mais pas que, et que ce soit vraiment un centre reconnu comme étant un incubateur multiplié, j'allais dire peut-être par 10, pour pouvoir mettre cette innovation au centre de notre volonté de créer sur l'Afrique entière le développement. Selon la responsable du centre d'innovation, IRI va tourner autour de 3 programmes. Et cet accompagnement va venir en fait par la mise en place de 3 programmes. Un programme spécifique pour les startups, un programme pour les étudiants et le grand public et un programme aussi en interne d'intrapreneuriat pour les collaborateurs du groupe AGL. Pour que IRI soit fonctionnel à 100%, des startups ont été associées à sa création. Pour eux, cette innovation augure des lendemains meilleurs. J'avoue que la démarche était assez innovante parce que nous avons quasi co-construit le programme Accelerate, alors que d'habitude c'est vraiment du top-down, c'est-à-dire que la multinationale crée d'abord le concept et après s'intéresse aux partenaires locaux, alors que là, dès le départ, nous avons été là et aujourd'hui c'est un aboutissement de nombreuses heures de travail. De nombreux mois de travail à chaque étape du design de l'endroit jusqu'au design du concept, jusqu'à comment les choses vont se passer. Vraiment, ils ont fait confiance au CI20. IRI est en langue bambara. Il fait référence à l'Aba Palabre qui offre un abri pour les rencontres, les échanges et les émulations. Parlons santé, intéressons-nous à une mission de la délégation du Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme qui a sillonné le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Il était question de faire l'état des lieux de la mise en œuvre des activités communautaires de lutte contre la tuberculose, le VIH-Sida et le paludisme. Accompagné par ses partenaires de choix, le Fonds mondial a pu visiter les centres de santé et échanger avec les prestataires. Le récit de Zénab Dosso. San Pedro, Grand Bérébi, Méagui et Soubré. Ces 4 localités ont été visitées par une délégation du Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Avec à sa tête Paula Akopian, gestionnaire de portefeuille pour la Côte d'Ivoire auprès du Fonds mondial, la visite s'est axée sur l'état des lieux, des centres de santé et les échanges avec les prestataires et consultants sur le dispositif et les soins apportés aux patients. Venu voir un peu comment cette relation entre les activités mises en œuvre entre la partie communautaire et étatique, comment ça fonctionne, et on est très satisfait de voir qu'il y a une très forte synergie, bien que de nombreux défis demeurent.
La mission, qui s'inscrit dans le cadre du lancement des subventions du 7e cycle du programme de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, a reçu l'accompagnement des acteurs de la société civile dont Alliance Côte d'Ivoire. C'est de venir lancer les subventions qui commencent pour ce 7e cycle, donc pour les 3 prochaines années. Nous avons un partenariat très fort et avec le ministère de la Santé et aussi avec les acteurs de la société civile, dont Alliance Côte d'Ivoire. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle de Côte d'Ivoire, conjointement avec les partenaires de la santé, ont signé 6 nouvelles subventions totalisant 230 millions d'euros. Ces nouvelles subventions soutiendront la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, tout en renforçant les systèmes de santé au cours de la période 2024-2026. Le samedi 16 mars 2024 s'est déroulée au Radisson Blu la cérémonie de célébration des distributeurs de produits de l'entreprise Forever Living Product. Cette édition de Success Day s'est voulue reconnaissante envers ces distributeurs pour leur performance et leur record. Cette journée a vu 62 distributeurs du réseau Amazon International décrocher des récompenses, nous témoignent Michel Brou et Richard Akeke. C'est une journée pleine d'émotions et de fierté pour un travail accompli pour le réseau Amazon. 62 de ses membres ont été célébrés à la Success Day du 16 mars 2024. Ils se sont distingués par leur dévouement, leur travail acharné et leur passion pour les produits Forever. Ces distributeurs de compléments alimentaires et de produits Forever ont glané plusieurs lauriers. Comme décoration phare, on peut citer 4 nouveaux managers, 2 managers seniors, 2 managers Forever to Drive, 12 animateurs et 42 animateurs adjoints. Une avancée notable pour le réseau Amazon International, fondé par Anani Mélanie Amaozo. Elle a saisi l'occasion pour dévoiler sa stratégie et inviter l'ensemble de la gente féminine à une importante rencontre prévue le 30 mars prochain. C'est dans notre habitude à Forever de célébrer les distributeurs que nous appelons les FBO. Et c'est la première célébration de cette année. Et à cette célébration, vous avez eu à voir, beaucoup de gens ont été décorés, d'autres ont reçu des clés pour une nouvelle voiture, d'autres ont reçu des billets d'avion pour le couple et plein d'autres reconnaissances. Le premier secret, c'est l'amour. Il faut aimer les gens pour partager avec eux tout ce que Forever peut apporter à un être humain. Le 30 mars à 9h, vous êtes tous invités, que tu sois homme ou femme, à la chaire UNESCO. Les récipiendaires du réseau Amazon International ont témoigné leur satisfaction pour cette distinction, mais surtout leur engagement pour cette activité. C'est une grande joie pour moi parce que ici nous avons vraiment une famille. Quand on est une famille, lorsque vous êtes dans un moment d'allégresse, de maladie, vous avez une famille qui est autour de vous, qui vous accompagne. Vous aidez les autres à grandir, vous grandissez avec les autres. C'est une activité juteuse, c'est une activité vraiment, en tant qu'un agent de santé, je crois bien que pour moi, dans l'activité, nous devons ensemble s'intéresser pour nous-mêmes, nos propres santé. Le Success Day de Forever est un événement qui vise à promouvoir les performances des distributeurs Forever. Au total, ce sont plus de 800 acteurs qui ont été mobilisés à cette journée de célébration. Parlons sport à présent. Le bureau exécutif de la Fédération ivoirienne de football a présenté ce lundi la dernière Coupe des Nations de football remportée par la Côte d'Ivoire le 11 février dernier aux populations d'Adjamé. Une caravane qui a permis au premier magistrat de sillonner quelques artères de la rue Nangui-Abourgois de la commune d'Adjamé. Une caravane qui lance la tournée de la Dame Coupe dans les communes d'Abidjan. Le compte-rendu de Pierre Tebeu. La commune d'Adjamé joue les prolongations de la CAN 2023. La Dame Coupe, remportée par la Côte d'Ivoire le 11 février dernier, a été présentée aux populations d'Adjamé.
Le premier magistrat, Soumaoro Farikou, était à la tête de cette parade accompagné de la délégation de la Fédération ivoirienne de football FIF. De la mairie, en passant par la Grande Mosquée jusqu'à la gare Nord, tout le long de l'avenue Nangui à Brogua, les populations étaient mobilisées comme ce fameux soir du 11 février 2024 où la Côte d'Ivoire décrochait sa 3e médaille de son histoire du football. La deuxième étape de cette journée s'est déroulée à l'esplanade de la mairie. Là encore, les populations de la commune ont voulu être en contact avec la Dame Coupe. Cette cérémonie de la présentation de la Coupe d'Afrique à Adjamé est la preuve du rôle que la commune joue dans le développement du football en Côte d'Ivoire. Adjamé, c'est le symbole de la mobilisation. Adjamé, c'est le symbole de l'union. Adjamé, c'est la zone qui regroupe toutes les nations. C'est la zone où chacun se retrouve. Le premier magistrat de la commune a saisi le bon de cette présentation pour faire des plaidoyers pour les équipes de football qui fonctionnent dans sa commune auprès de la FIF. Le souci majeur est d'offrir à nos athlètes des espaces de qualité pour la pratique du football. Je vais citer les stades de Williamsville et de Jean de la Fosse. Mesdames et messieurs distingués invités, au-delà de la compétition, nous le savons, le sport en général et le football en particulier sont des vecteurs de paix, d'éducation et de cohésion sociale. À la fin de la présentation, c'est chacun qui voulait immortaliser l'instant en compagnie de la Dame Coupe. Cette étape de la présentation de la Coupe d'Afrique à Adjamé marque le début de la tournée dans les communes d'Abidjan. Et l'actualité nous emmène à Agboville où le comité de solidarité et d'entraide de cette localité a organisé une cérémonie ce samedi. Un événement qui a permis donc de présenter officiellement cette association à l'ensemble de la communauté locale. Ce comité a pour objectif d'aider et soutenir les populations vulnérables de cette localité. Richard Akeke, commenté par Michel Brou. La cérémonie de présentation du comité de solidarité et d'entraide d'Agboville a mobilisé toutes les couches sociales à l'esplanade de la salle des fêtes d'Agboville. L'ambiance festive témoignait de l'importance du comité pour cette population. Les responsables de ce comité ont expliqué les motivations et les valeurs qui les animent. Ils ont souligné l'importance de la solidarité et de l'entraide au sein de la communauté et ont présenté les différentes actions que le comité compte entreprendre pour venir en aide aux habitants. Aujourd'hui, c'est une cérémonie pour apporter un peu de soutien aux familles démunies, pour mieux terminer le carême pour les chrétiens et mieux aborder le ramadan pour les musulmans. Mais après ça, il y aura les festivités de ramadan, les festivités de Pâques. Nous comptons organiser sur le volet éducation des cours de renforcement, des cours de vacances, tout ça à l'endroit de nos populations. Lors de la cérémonie, des témoignages ont été partagés pour illustrer l'impact positif de cette initiative dans la vie des habitants d'Agboville et soutenir l'engagement des membres du comité à poursuivre leurs actions. Je suis très heureuse. S'il y a plusieurs de nos enfants qui viennent comme ça pour soutenir nos mamans, vraiment ça me va droit au cœur. Agboville de plus en plus se distingue par sa volonté, la volonté de ses fils à se mettre ensemble pour promouvoir le développement. Et donc quand notre collaborateur Sissé Aboulaye a eu la sage idée de mettre en place ce comité, nous ne pouvons que l'accompagner. La cérémonie de présentation du comité de solidarité et d'entraide dans la commune d'Agboville a convié plusieurs autorités, notamment le professeur Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.
Le week-end dernier, à Kanakono, dans le département de Tengrela, s'est tenue la présentation de la deuxième vague des jeunes filles bénéficiaires du projet Alpha Couture, mis en œuvre par l'Association des jeunes visionnaires de Côte d'Ivoire et Solinfo. L'objectif est de leur apprendre à lire, à écrire, mais aussi à apprendre le métier de la couture afin d'être autonomes et tourner le dos à l'orpaillage clandestin qui gagne du terrain. Le reportage est signé Ouattara Daouda. Rentré solennellement le 29 janvier, c'est ce samedi 9 mars 2024 que les 14 jeunes filles bénéficiaires du programme Alpha Couture session 24-25, piloté par l'Association des jeunes visionnaires de Côte d'Ivoire, AJVC, financé par l'agence française Solinfo, avec le soutien humain, matériel et financier de l'honorable Cissé Aboubakari Dabouasso, ont été présentés officiellement aux autorités élues, cadres et parents de Kanakono dans le département de Tengrela, dans le nord du pays. Aujourd'hui, la cérémonie répond à une question de notoriété au niveau local et national, je dirais. C'est certainement pour la présentation officielle des jeunes filles bénéficiaires du projet Alpha Couture. C'est une bonne chose pour nos filles, pour nos petits frères, nos enfants qui ne font rien, qui sont déscolarisés. Ça va les permettre à avancer un peu. Parce que l'école n'est pas le seul métier de vivre. Avec la couture, je pense qu'ils peuvent arriver à bon port. Cela va changer beaucoup de choses pour notre localité. Aujourd'hui, si nos jeunes filles sont indépendantes, cela contribuerait à leur épanouissement financier. Et cela même pourrait limiter tout ce qui est fléau de la pauvreté lié à certains facteurs dans notre localité. Cette deuxième vague prend en compte 2 jeunes garçons et 12 filles, mis par la volonté d'apprendre un métier d'avenir. Une action qui leur évitera sans doute le chemin de l'orpaillage clandestin qui touche malheureusement beaucoup de jeunes dans le Grand Nord avec des conséquences aux inconvénients irréversibles. Le projet Alpha Couture vise l'autonomisation économique de la jeune fille déscolarisée. Par un travail acharné, elles pourront devenir des femmes de demain autonomes, créatrices de recherches et sources de motivation pour les autres. En images, la Guinée-Bissau a reçu de la Turquie 3 navires, dont des patrouilleurs, pour renforcer la surveillance de ses côtes et augmenter l'offre de transport fluvial entre Bissau, la capitale, et les autres localités du pays. Selon le président Umaro Sissoko Mbalo, il s'agit d'un don du gouvernement turc qui s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux pays. Ces bateaux vont aider la marine nationale à surveiller et contrôler efficacement les eaux territoriales nationales. Le Fonds monétaire international prêtera 1,3 milliard de dollars à la Côte d'Ivoire pour financer la résilience climatique. L'opération a été approuvée le vendredi 15 mars 2024 par le conseil d'administration du fonds. Le financement sera décaissé dans le cadre d'un accord de 30 mois signé avec le pays après des négociations menées dans le cadre de la facilité pour la résilience et la durabilité. Le financement du FMI servira donc à consolider des mesures de sauvegarde pour le secteur agricole tout en renforçant la résistance aux aléas climatiques. Il visera par ailleurs l'intégration de considérations climatiques dans la gestion des finances publiques, l'amélioration de la gouvernance des politiques climatiques. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de votre fidélité. Restez en notre compagnie. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.